Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio Amel, plaisir de vous souhaiter Eid Mubarak au lendemain de Eid al-Adha, Eid al-Fitr, pardon. Eid al-Adha, c'est dans 2 mois et demi. Nous avons le grand plaisir de recevoir Nour Meddahi, professeur Nour Meddahi. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. On a sauté sur l'occasion de votre passage à Alger pour vous recevoir à Radio M. Ça faisait un moment. Et on avait perdu de vue un petit peu, il faut le dire, les développements macroéconomiques de la situation en Algérie. On a parlé beaucoup sectoriel ces derniers temps et pas assez de l'évolution des grands agrégats. Nous allons le faire avec vous pendant cette émission. Alors, il s'est passé quelque chose. Depuis le début de l'année, il y a eu une pause, on va dire en gros, dans la politique d'austérité engagée par le gouvernement Sellel et inscrite plus ou moins dans les 2 lois de finances de 2016 et de 2017. La loi de finances de 2018 a relancé les dépenses. Le FMI avait pointé le fait que l'ajustement était trop rapide. Est-ce que vous considérez que c'était une erreur du gouvernement Ouihia d'avoir relancé les dépenses de cette façon-là, ou est-ce que vous dites qu'il y a peut-être un pari à jouer en desserrant la contrainte sur la croissance ? On peut... Effectivement, donc l'ajustement qui a été fait par la loi de finances 2016 et surtout 2017 a fait que la croissance clairement était en baisse. 1,6 en 2017. Voilà. C'est quand même très faible. Donc il fallait clairement réagir. Il y avait 2 façons de réagir. Et peut-être on peut moduler ensuite entre les 2 façons. La première façon, c'est de dire, allez, on va lancer des réformes structurelles de grande échelle. On va en parler tout à l'heure. L'alternative, c'est de dire, bon, on va revenir à ce qu'on faisait avant. On va dépenser à tout va, dans le goudron, dans les bâtiments et tout ça. Et on n'a pas l'argent, ben, c'est pas grave, on va utiliser la planche à billets. Alors ça tombe très bien, la planche à billets, c'est aussi une idée de, entre autres, mais pas seulement du tandem académique, Nour Meddahi, Raouf Bousekine, qui est recommandé plutôt que l'endettement extérieur, plutôt que d'autres artifices, que de s'appuyer sur, dans un premier temps, l'épargne domestique, puis dans une sorte de gisement de possibilité de s'endetter dans le domestique, avec un processus de financement de ce type. Est-ce que finalement vous n'avez pas donné les clés pour que le gouvernement, le politique en Algérie se sente libre de toute contrainte ? Vous savez, s'il y a un patient malade, il va voir un médecin, le médecin lui donne un médicament, il lui dit vous devez prendre un comprimé de ce médicament-là, et que finalement le patient prend 3 comprimés, c'est le problème du patient, c'est pas le problème du médecin. Je vous ai dit, il y avait 2 choses à faire. Soit des réformes, soit trouver de l'argent pour maintenir la croissance. Après, il y a tout le continuum entre les 2. Clairement, la loi de finances 2018 a choisi l'autre extrémité, c'est-à-dire planche à billets à grande échelle, avec des promesses de réformes que pour le moment on ne voit pas. Est-ce que c'est nous qui leur avons donné les clés ou pas ? Encore une fois, notre responsabilité, c'est de dire voici les avantages et les inconvénients des solutions. Honnêtement, on aurait pu parce que il y a le financement et ensuite c'est quoi les montants et on en fait quoi. Donc, nous, quand on parle de planche à billets, c'est sur le financement. On aurait pu aller sur les marchés extérieurs. Mais vous savez, le marché extérieur, d'abord, l'Algérie a beaucoup de réserves de change, qu'elle achète des obligations souveraines étrangères. Donc, en fait, l'Algérie est en train de prêter de l'argent à l'étranger. Les taux d'intérêt, c'est de l'ordre de 2%. Et là, peut-être les taux américains sont un peu en train d'augmenter, mais c'est ça, 2%. Si maintenant l'Algérie va emprunter, étant donné sa situation, elle ne va pas emprunter à 2%, elle va emprunter à 10% ou des choses comme ça. Donc, je veux dire, il va y avoir, tu as des devises d'un côté, tu les prêtes à 2%, mais tu vas emprunter de l'autre côté. Je comprends que ce n'est pas l'argent du trésor, que c'était des réserves de change. Les réserves de change n'appartiennent pas à l'État, mais quand même,
Alors, vous les médecins, vous dites, vous préconisez une thérapie, mais la posologie, vous l'indiquez. Si le patient ne respecte pas la posologie, c'est pas votre faute. C'était quoi la posologie du financement non conventionnel dans votre cas? C'est 500 milliards par an pendant 2-3 ans. C'est des projets précis à financer. Comment vous auriez voulu voir le gouvernement utiliser cet argent? C'était respecter la trajectoire budgétaire faite votée pour 2017. 2017. Ils ont fait une trajectoire budgétaire pour 2018 et pour 2019. Moi, personnellement, j'ai soutenu la planche à billets pour combler le déficit de cette trajectoire-là. Pas la trajectoire qui a été adoptée pour 2018, qui a changé, qui a augmenté, par exemple, les dépenses, de 1700 milliards pour 2018. C'est-à-dire la différence entre ce qui était prévu dans la loi de finances 2017 pour 2018 et ce qui est passé dans la loi de finances 2018, il y a une différence de 1700 milliards. C'est un énorme montant que je ne soutiens pas. Alors, la task force, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle avait plus ou moins réussi à convaincre le Premier ministre qui lui avait fait appel, Salman al-Kselal, d'aller dans le sens donc de cette modération budgétaire, de cette consolidation et de ce refinancement des déficits avec des réformes? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passait quelque chose qui s'est arrêté avec le départ de celle-là? Moi, je n'ai pas été membre de la task force, donc je ne peux pas avoir un avis clair. Maintenant, mon sentiment est que Sellal, fin mai, il voulait lancer des réformes. Je ne sais pas dans quelle direction, je ne sais pas à quelle échelle, mais je pense qu'il voulait faire quelque chose. Alors, on peut prêter crédit à cette intuition que vous avez, parce que Sellal a quand même, on dit qu'il ne fait pas grand-chose, qu'il fait plus rire qu'autre chose, mais il a serré. Il a serré en 2016 et en 2017. Donc vous mettez à son actif le fait qu'il ait quand même réduit les dépenses en 2016 et en 2017. C'est un effort majeur qui a été fait en 2017, adopté par la loi de finances 2017 et implémenté. Alors, la conséquence a été que... Beaucoup d'impayés pour les entreprises publiques. Alors, non, ça c'est clair que ça c'est quelque chose que je regrette et que c'est très bien que la loi de finances qui a été adoptée a remboursé cet argent-là. Et au fait, ça a été fait même par anticipation. Ça a déjà été lancé en 2017. Très bien. C'est pas le point. Encore une fois, la croissance a baissé, effectivement. La pression était forte, même oubliant les remboursements. Et donc, il fallait faire quelque chose. Il y avait deux scénarios, des réformes structurelles, ou bien aller chercher de l'argent par la planche à billets. Nous avions recommandé de faire les deux. Une partie pour planche à billets pour combler le déficit prévu par la trajectoire budgétaire de la loi de finances 2017. Qui devait redescendre jusqu'à 7% en 2019. Hein. Oui, à un prix de baril à 55. Mais lancer les réformes. Alors, le contenu de cette augmentation relativement inattendue, il faut dire que nous, quand on a vu débarquer Ouihe, on s'est dit que c'est la politique d'austérité qui allait continuer, hein, je l'avoue, et on a été pris de court, parce que la loi de finances 2018 a fait tout le contraire. Le contenu de ces 1700 milliards de dinars supplémentaires de dépenses budgétaires, on a l'impression qu'il y a eu un tour de gris-gris, une sorte de passe-passe plutôt, avec 500 millions de renflouement de la Caisse nationale des retraites qui ont été imputés au chapitre des dépenses d'équipement. Okay. Donc, quand on regarde de près, effectivement, il y a 1700 milliards d'augmentation dans la loi de finances 2018 par rapport à ce qui a été prévu. Et c'est intégralement dans la partie d'équipement. Il y a 400 milliards pour rembourser les gens qui ont fait le travail. 2, 500 milliards pour la CNAS. La CNAS. C'est à la CNAS qui va s'occuper. Et 3, 800 milliards pour de nouveaux projets. Mais effectivement, les 500 milliards de la CNAS, c'est pour rembourser en gros c'est pour payer des retraites et pour rembourser ce que les différentes caisses sont prêtées à la CNR pour payer les retraites des années précédentes.
Alors, Leur place était dans les dépenses de fonctionnement, pas dépenses d'équipement. Donc vous dites, l'économiste que vous êtes, en 2018, il y a eu une relance aussi du budget de fonctionnement. 500 milliards. Très bien. Et on ne peut pas je tout vais- imputer au budget d'équipement. Et le FMI vient de publier un document qui nous dit la chose suivante, c'est que finalement le déficit de 2017 a été de 8,8% au lieu des 5,6% prévus. Et c'est 3% parce qu'il y a eu des dépenses en équipement et aussi en fonctionnement qui n'étaient pas prévues initialement. Donc je pense, on n'a pas encore les chiffres précis, mais manifestement, les dépenses de fonctionnement ont aussi augmenté à la fin de l'année 2017. Parce que quand la loi de finances 2018 est sortie en octobre, c'était pas le déficit prévu pour 2017 était de 5,6 ou 5,7 et non pas 8,8. Ça veut dire sur les 2 derniers mois, il s'est passé des choses. En fait, ce que vous êtes en train de dire, professeur Nour Mdahi, c'est que le gouvernement Yahya n'a pas attendu de mettre en œuvre la loi de finances pour 2018 pour desserrer les contraintes. Il l'a fait dès la fin 2017. On est sorti de la trajectoire budgétaire dès la fin 2017. C'est ce que nous indique, c'est ce que nous dit le FMI. On aura des chiffres plus précis à un moment donné, parce qu'à un moment donné, nous saurons qu'est-ce qui a été fait. Alors, vous avez évoqué ce document du FMI qui est sorti le 13 juin dernier, qui est tout frais, et il porte certaines recommandations. Il observe que c'est une prise de risque importante que d'avoir relancé les dépenses en 2018. C'est vrai que ça provoque une relance de la croissance. On a une croissance prévisionnelle de presque 4%, 3,8% je crois pour 2018, cette année. On verra ce que ça donnera. Mais en même temps, ça reporte les risques de manière peut-être un peu plus critique en 2020, avec un risque de baisse rapide des réserves de change, d'une part, parce qu'on s'est remis à importer pour ce budget d'équipement et on s'est remis à dépenser fortement, et puis un risque aussi d'inflation, d'augmentation de la dette interne. Et ce risque-là, peut-être qu'on aura moins de marge de manœuvre pour le manager en 2020. Donc, j'aimerais revenir sur le taux de croissance de 2017, 1,6%, 7%, vous avez raison, mais la partie PIB hors hydrocarbures, c'est pas ça, c'est 3,5%, quelque chose comme ça. En fait, malheureusement, en 2017, la partie hydrocarbures a baissé, en particulier le dernier trimestre, fortement. Il y a probablement l'accord, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui se sont passées. 2,6. Hein. Voilà. La croissance hors hydrocarbures, c'est 1% de plus. C'est pas rien. Non, mais je suis d'accord. Non, mais elle a ralenti. Elle a ralenti. Hein. Mais si vous regardez de plus près, une des parties qui a baissé, c'est évidemment un peu comme les importations baissent, par exemple. Ben, en fait, mécaniquement, même le PIB de cette partie-là baisse. Mais bon. Alors, ma question, c'était le pronostic du FMI. Bon pour le court terme, pour la croissance, risqué pour déjà 2020, on risque d'avoir une relance très rapide de la baisse des réserves de change. Parce que quand on lit la loi de finances 2018 avec la trajectoire 2019-2020 et que l'on compare avec ce qui a été fait avant par CELEL, par la loi de finances avant, en fait, on a tout décalé de 2 ans. En gros, l'ajustement qui devait être beaucoup plus puissant en 2018 et continuer en 2019, en fait, on dessert et on reporte et on reprend un peu le resserrement en 2019 que l'on maintient en 2020. Si vous voulez, la différence entre les deux lois de finances, entre les deux trajectoires pour 2017, c'est 760 milliards. Pour 2018, c'est 1700 milliards, mais pour 2019, c'est 760 milliards seulement. Enfin, seulement. C'est pas rien, mais c'est pas 1700. D'accord. Donc là, tout le monde pense à la même chose. Tout le monde pense au calendrier électoral, à un contexte politique qui fait qu'on a décidé d'arrêter l'austérité. Donc il y a de ce point de vue-là, les recommandations du FMI ont peu de chances d'être écoutées. Ah, pour 2019, les votes, j'en parle pas. Hein. Ah, pour 2019, pour 2019, je ne m'attends à rien. C'est-à-dire que je m'attends parce que 2019, on parle de la loi de finances qui va arriver là. Oui, j'espère que la loi de finances 2019 va respecter ce que la loi de finances 2018 a prévu pour 2019. Je ne suis pas du tout sûr. Il pourrait y avoir à nouveau des dérapages. Et tu pourrais être il y a une embellie. Alors le pétrole, là,
Évidemment, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la loi de finances a été, pour 2018, a été faite sur un prix de baril à $50. Ce n'est pas le cas actuellement. En ce moment, il est à 73 ou à 74. La moyenne sur l'année 2018 est à 70,8. Le baril est à 70,8 dollars. Donc, au fait, il y a $20 par baril qui sont en train de rentrer dans les caisses du pays. C'est beaucoup d'argent. Si vous voulez, si on prend un peu les volumes de 2017, une différence $1 sur le prix du baril, sur l'année, ça rapporte 350 millions de dollars de recettes pétrolières. À quel taux de change? Je parle de dollars. Oui, d'accord. 350 millions de recettes pétrolières fiscales et 500 millions de dollars de réserves de change. Je vous ai dit, la moyenne est à 70, donc il y a une différence de $20 entre ce qui est prévu dans la loi de finances et maintenant. Donc ça veut dire qu'au fait, c'est 700, en termes de recettes fiscales, c'est 7 milliards de dollars. Et en termes de réserve de change, c'est 10 milliards de dollars. Supplémentaires. Par rapport au prévisionnel. Par rapport au prévisionnel. Professeur Nour Mdahi, Oui. qu'on s'entende bien avec nos amis auditeurs. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est quelque chose, c'est effectivement une embellie qui permet en fait d'avoir plus de revenus, Bien sûr. à la fois fiscaux et de réserve de change, Oui. mais pas suffisamment pour inverser la courbe du déficit. Nous sommes toujours dans un scénario déficitaire, à la fois pour la balance des paiements Bien sûr. et pour la balance commerciale. Bien sûr. La loi de finances avait prévu à peu près 1900 milliards de déficit budgétaire. Avec les chiffres que je vous ai dit, là, on sera à 1100. Et en termes de réserve de change, l'an dernier, on a eu un déficit, elle a baissé de 23 milliards réels. J'oublie les affaires de revalorisation de dollars. Je vous dis combien ça nous a coûté notre commerce extérieur. Ça nous a coûté 23 milliards de dollars. En 2017. En 2017, une partie commerciale et une partie service. Si on voit cette année, pour les 4 premiers mois, la partie commerciale, on a un déficit de 850 millions de dollars. Si on va dire on continue comme ça, on va être à 3 milliards et demi De déficit pour de la partie déficit commerciale. Et il faudra rajouter peut-être 12-13 milliards pour la partie service. On sera à 15 ou 16. Parce que les services sont 15 milliards de moins sur la réserve de change sur une année. Ouais. On peut voir le verre à moitié plein, on peut le voir à moitié vide. Bien sûr. Ça veut dire que la décrue se poursuit. Bien sûr. Ah non, la détrue se poursuit, mais à un rythme moins rapide. Si on en reste là, pour le prix du baril, du baril, et la dette publique augmente. J'aimerais revenir sur l'endettement externe, parce que je vous ai dit, le premier argument, j'ai utilisé l'argument des taux. Pourquoi nous sommes pas là? Mais il y a un deuxième argument qui est très important. C'est ce qu'on appelle dette nominale et dette réelle. Si on emprunte en extérieur, ce sera des dollars, et bon, qu'il faudra rembourser. Mais en dollars. Mais si on emprunte en dinars, l'État remboursera en dinars. Si ça se passe mal, si les choses déraillent, il vaut mieux de la dette interne que de la dette extérieure. Si vous voulez, il faut convoquer l'histoire. Hein. Si on reprend en 86, la dette en 86 et 92, 93, elle n'a presque pas changé. Elle est à 1 ou 2 milliards près. Mais en termes de part de PIB, en 86, elle était de 38% de PIB. Après, en 92, elle est arrivée à près de 75%. C'est le service de la dette qui était à ce niveau-là. Là, non, c'est la dévaluation du dinar. Le problème, quand les choses se sont mal passées, il a fallu dévaluer le dinar. Et donc, la part de la dette extérieure en termes de PIB a vachement augmenté. Parce que si vous voulez, quand la valeur du dinar change, bon, la partie hydrocarbures, c'est du dollar, et donc la partie en dinar, elle augmente. Mais la partie en dinar, elle augmente, et la partie en dollars, elle est fixe. Mais par contre,
la partie hors hydrocarbures, c'est des dinars. Si vous la dévaluez, ça veut dire que la contrepartie en dollars, elle baisse. Et donc, ce que vous avez emprunté en dollars, globalement, par rapport au PIB, il augmente. Même si le montant... Et c'est important, ça veut dire qu'en capacité de remboursement, et aussi en attractivité, ben, vous perdez de l'attractivité. Oui, alors le FMI, donc dans ce cas-là, a tort d'insister pour que l'Algérie émarge au moins pour le financement de certains projets d'équipement. Non. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler. C'est encore le cas dans ce document du 13 juin. Bien sûr, si on prend des si on prend des projets, qu'on arrive à les faire financer à 25 ans, à 30 ans, avec des organismes, avec des taux faibles, c'est très bien. Et en plus, ils vont amener de l'expertise qui va s'assurer que le contrat est bien fait, qu'il n'est pas coûteux, qu'il n'y a pas de corruption. C'est parfait, c'est que du bénéfice. On ne vous a pas suffisamment entendu dire peut-être cela dans le dernier je l'ai dit même chez vous. Non, je dis suffisamment, je sais que vous l'avez dit, mais je sais. Non, mais écoutez, je n'ai pas été élevé, et même ma profession... On dit les choses une fois qu'on l'a dit, on n'a pas répété 10 fois la même chose. Hein. D'accord. Alors on l'a écrit dans un des documents, et je l'ai dit chez vous, la première fois que vous m'avez interviewé ici, je l'avais dit. Alors il y a dans le document aussi du FMI pointé le risque d'une montée des pressions inflationnistes, notamment à cause de ce scénario de la relance des dépenses, du financement du déficit par la planche à billets. Alors, moi j'étais un peu interloqué par le fait qu'on parle de pression inflationniste dans le futur, alors que citoyens et consommateurs à Alger, en Algérie, nous sentons les pressions inflationnistes déjà sur la place. Est-ce que les chiffres de l'ONS, qui restent très modérés, qui restent en dessous des 7% d'évolution du taux d'inflation, sont crédibles selon vous, professeur Mdahi? Je n'ai pas de raison de douter que l'ONS ne fait pas bien son travail. Mais peut-être que c'est le cas. Je n'ai pas... 1, 2, même dans un pays sérieux comme les États-Unis, il y a des tas de gens, et il y a plusieurs sources qui donnent l'inflation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'inflation est sous-estimée. Et au fait, ils prennent très au sérieux les États-Unis, ils ont fait des études. Quand les gens qui pensent que l'inflation est sous-estimée, ils leur ont demandé de combien est-ce que l'inflation devrait être. En fait, ils ont trouvé que c'était de 50%. Les gens qui pensent que l'inflation est sous-estimée aux États-Unis, ils pensent qu'elle devrait être supérieure de 50%. Maintenant, il y a d'autres choses. Le panier, les ratios. Si vous voulez, il remonte à 2001, je crois. Le panier actuel, ou 2002. Par exemple, en 2001, on ne dépensait pas beaucoup pour la recherche du téléphone. C'était la dernière augmentation. Je vais y arriver. Comment on fait en général le nouveau palier? C'est avec il faut faire des enquêtes de consommation. Une a été faite en 2011 et les résultats ont été publiés. Moi, je m'attendais à ce que le panier change. Mais il n'a pas changé. Je vais spéculer. 2011, c'est une très mauvaise année pour la consommation parce qu'il y a eu une très forte inflation à cause des augmentations salariales. Le pic a été, sur les 20 dernières années, il a été en 2012. Et au fait... merci le printemps arabe. Merci, oui, et les augmentations salariales qu'on est en train de payer maintenant. Enfin bon, les gens en ont profité très bien. Maintenant, c'est la volonté du président Bouteflika de rester président à vie. Donc c'est ça qui l'achète. Bien sûr, très bien. Maintenant, il y a... Oui, clairement, il faudrait changer le panier et j'espère que l'ONS va le faire. Et si on devait changer, vous êtes d'accord avec moi, professeur Mdahi, l'inflation devrait être un peu plus haute que les chiffres que nous voyons aujourd'hui. Je ne vais pas spéculer. Parce que je me dis que vous avez peut-être raison, mais peut-être pas. On me dit que l'immobilier a baissé. Non, le loyer... Il augmente moins vite. Et dans certains endroits, il stagne. Ok, d'accord. Bon, c'est possible. Encore une fois, il faudrait que l'ONS fasse mieux son travail, c'est clair, mais il faut l'aider. On m'a dit que le budget de l'ONS a été coupé par deux. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une première. Au contraire, on a besoin de chiffres, on a besoin. Mais franchement, sur la qualité scientifique, je n'ai pas de raison de croire qu'ils font mal leur travail, parce que c'est des trucs très standards. Ce n'est pas... Et le panier, je vais vous dire, en fait, j'ai commencé un travail que malheureusement, je n'ai pas fini, mais je vais le finir cet été. Le panier, vous savez, il y a, dans l'enquête de 2011, ils ont donné les consommations des 20%, des différents 20% de la population.
Et donc, on connaît le panier de ces gens-là. J'ai commencé à calculer le panier. Ce que consomment les 20% les moins riches, les 20% médians, les marchands. Je peux marchands. calculer l'inflation de ce panier-là de 2011. Oui, c'est vrai que c'est une inflation par tranche de consommation. En fait, on a les indices séparés. Donc, en fait, on peut reconstruire. Si vous pensez que la partie télécommunication devrait changer de temps, vous pouvez de vous-même, Maghreb émergent, on va créer notre indice d'inflation et vous pourrez le publier chaque mois. Chaque fois que l'ONS donnera ce chiffre, vous pourrez changer. Je vais changer cela. Oui, c'est une excellente idée, cela. C'est une excellente idée. On va y réfléchir juste après cette émission ensemble, professeur. Alors, l'utilisation du financement non conventionnel, on a vu que c'est parti dans plusieurs directions. 500 milliards pour le FNI, soutenir Sonatrach et Sonalgaz pour maintenir le gap entre les prix de fourniture et les prix réels de marché, le Trésor évidemment. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça soit utilisé de la même manière? Déjà, est-ce qu'il faut continuer est-ce qu'il faut plafonner comme ça a été fait et rester ferme sur le plafonnement 1500 milliards de dinars de financement non conventionnel, ou à quoi vous vous attendez avec la planche à billets? Voilà. Poser une question claire. Je ne sais pas. Pour le moment, les montants. On a l'impression que vous avez inventé une bombe atomique et après vous ne savez pas où est-ce qu'elle va être jetée. Non. Je peux vous dire, on a les chiffres officiels qui ont été publiés dans l'état des comptes de la Banque d'Algérie. C'était à peu près 2400 milliards. Et que le FMI confirme. Il a dit il a donné le pourcentage en PIB, c'est à peu près ça pour 2017. Manifestement, ce que dit aussi le document du FMI, c'est qu'il y a eu de la planche à billets en janvier, et plus depuis janvier. Mais il ne donne pas le montant qui a été fait. Et il a fait des calculs, le FMI, il a fait son propre calcul. Il dit qu'il s'attend à ce qu'à la fin de l'année 2018, on en soit à 4400, c'est-à-dire il a donné un terme en pourcentage de PIB, j'ai fait le calcul, ça revient à 4400 milliards. Et donc le FMI... On n'est pas sur les ordres de grandeur auxquels vous pensiez au début. Attendez. 4000, c'est énorme. Non, au total. En prenant ce qui a été fait. Donc en fait, je pense qu'il a rajouté 2000 milliards, ce qui correspond au déficit budgétaire. Je vous ai dit, si le prix du pétrole en reste là, le déficit budgétaire ne sera pas de 2000 milliards. Mais 2100, mais seulement 2100. Il sera 2200. Donc on en serait à 3600 milliards de déficit. En gros, 18 à 19%. Alors vous vous insurgez quand vous apprenez que le FMI s'engage dans une opération de commerce dans l'hôtellerie. Okay. Je vais finir parce que vous me demandez les montants. Là, avec le déficit actuel, avec le prix du baril à 70, on devrait être à la fin de l'année, effectivement, autour de 20% de PIB, de planche à billets. Si on compare ce qui a été fait ailleurs, les États-Unis ont été à 30% et l'Europe est à 20%. Et là, l'Europe vient de dire en gros, on arrête. Donc, ça vous situe l'ordre de grandeur de 20%, c'est beaucoup. N'oublions pas, l'autre argument qu'on a utilisé, c'est que la Banque d'Algérie vend des dollars, elle est en train de faire beaucoup de bénéfices parce qu'elle les a achetés. Si vous voulez, les réserves de change ont été faites entre 2000 et 2014. Le prix moyen du dollar, le moyen sur cette période était à 75 dinars. Aujourd'hui, il est à 115 ou à 116. Donc, en fait, à chaque fois que la Banque d'Algérie vend un dollar pour financer le commerce extérieur, elle engrange plus de dinars. Alors, elle fait des bénéfices qu'elle doit donner sous forme de dividendes. C'est prévu, une bonne partie est prévue dans la trajectoire budgétaire, mais au fait, elle fera plus de bénéfices et donc ça financera, nous, c'est l'argument qu'on a utilisé, ça financera une partie de cette planche à billets et c'est comme ça qu'on a aussi justifié la planche à billets. Le montant, c'est qu'on peut aller loin parce que dans l'avenir, la Banque d'Algérie va faire des bénéfices et donc autant que la Banque d'Algérie prête maintenant à l'État une partie de cet argent-là parce que l'urgence c'est maintenant.
Et il faut lancer les réformes. Alors, à propos de lancer les réformes, on sent bien que... Fanny, en deux mots, Fanny. Si vous voulez, le problème de la planche à billets, c'est deux choses. Un, c'est l'aléa moral, c'est-à-dire que le gouvernement ne fasse rien, et c'est le cas actuellement. Les réformes, on n'entend rien. Deux, c'est la mauvaise allocation des ressources. Donc, quand on voit que 500 milliards ont été refinis... Le Fonds national d'investissement. C'est ce que nous dit le FMI. C'est que, ok, une partie pour le projet du Grand Port, une partie pour le projet de phosphate, très bien, mais il y a 500 milliards, c'est beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Et on apprend par un site internet que le projet de Ben Aknoun, c'est le parc de loisirs, c'est le FNI qui va financer cela et la BNA. Ça, c'est de la mauvaise allocation des ressources. L'État n'a rien à faire dans le loisir. S'il veut faire développer le loisir, il n'a tout à fait créé un cahier des charges, vendre ça aux enchères et du privé va s'en occuper. Et même la BNA, l'argent de la BNA, elle peut prêter parce que en fait, c'était elle qui prêtait à son Eldaz. Elle a reçu 700 milliards par la planche à billets et elle se lance pour financer du loisir. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Alors, on a évoqué les réformes auxquelles appelle le FMI, qui dit qu'il y a du retard, on ne voit rien venir. Vous-même, vous dites qu'il ne s'est rien passé sur ce front-là. Il y a quand même un think tank qui s'est un peu gratté la tête pour essayer de proposer des pistes. C'est Nebni qui est sorti il y a quelques mois avec une proposition pour traiter des subventions et pour passer du système de subvention universel à un système de subvention, soit à un système de subvention ciblé, mais ciblé différemment de la façon dont le propose la Banque mondiale, et aussi un système de revenu universel. Le but étant de faire passer la part des aides de subvention dans le PIB de 13,5% à, en gros, moins de 6%. Donc, faire des grandes économies au budget de l'État et puis rationaliser aussi les dépenses, réduire le gaspillage, etc. Vous dites quoi Vous dites évidemment que le gouvernement ne va pas prendre en charge ce type de réforme, mais surtout, vous avez un doute sur la capacité des Algériens à accepter cette réforme. D'abord, le travail qu'a fait Nebni est formidable. Et en fait, ils en parlent. Un de leurs premiers documents, déjà en 2011 ou 2012, ils disaient qu'il faut des subventions ciblées, donc c'est très bien. Là, ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont proposé 2 plans qu'ils ont bien expliqués, c'est très bien. Le seul bémol est le suivant, c'est que, comme si je vais reprendre leurs chiffres, que actuellement les subventions implicite en 2015 ou 2016, c'est de 13,5% de PIB. On n'en est pas sûr parce que le prix du pétrole change et tout ça, mais bon, prenons ce chiffre pour fixer les idées, 13,5. Il y a 2 plans. Le plan le plus généreux, il est à 5,5 de PIB. Donc, au fait, il y a une différence de 8% de PIB. Dans la situation actuelle, et un des plans... On va le dire comme ça, l'État va donner en gros, 8% de moins du PIB aux citoyens. Oui, aux citoyens. Autrement dit, l'État va augmenter les impôts de 8%. En creux, c'est ce qu'on peut dire. En creux, c'est ce qu'on peut dire. Parce que les subventions, en fait, c'est de l'argent que l'État donne par la consommation, mais c'est de l'argent qu'il donne. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un impôt négatif. Réduire l'impôt négatif, ça veut dire augmenter les impôts. Augmenter les impôts de 8%, moi, j'y crois pas du tout. Par contre, ce qui veut dire qu'au fait, la réforme de subvention doit être couplée à une réforme fiscale. Nebni le dit, hein, on ne peut pas demander à Nebni de tout faire, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Comme le diable est dans le détail, je pense que à un moment donné, il faut que les 2 réformes soient côte à côte. Pour aller à cette échelle-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer déjà, comme ce qui a été fait, augmenter le prix de l'essence. On peut vous rétorquer, professeur Mdahi, que en fait, les 8% d'impôts supplémentaires, entre guillemets, parce qu'on peut considérer qu'effectivement, le fait de ne plus subventionner, c'est l'équivalent d'imposer un impôt, ça ne touche pas tout le monde. Ça touche ceux qui ne pourront pas émarger au nouveau système que propose Nebni, qui est soit le revenu universel, il touche tout le monde, le revenu universel, soit le revenu, la subvention ciblée, progressive. Donc, par exemple, si on prend le plan A, la subvention progressive, ils l'ont estimé à 2,6%.
à 13,5, il y a une différence de 11%. Donc en fait, ces 11%-là vont être portés sur les 60% les plus aisés de la population. Ben, je vais vous le dire, à mon avis, ces gens-là, ils ne vont pas se laisser faire. On parle de qui? On parle des fonctionnaires, on parle des enseignants, on parle les gros effectifs, c'est ça. Ça ne se fera pas. Moi, il faut coupler cela et il faut baisser les impôts des revenus de l'IRG, ça j'en suis convaincu. Il faut coupler ça à une réforme fiscale. À une réforme fiscale. Moi, sinon, j'y crois pas du tout. Donc c'est un chantier de réforme encore plus complexe que ce qu'on pourrait. Bien sûr. À cette échelle-là, 1% de PIB déjà c'est beaucoup, mais aller à 8-9%, c'est gigantesque. Aucun régime ne tiendrait. Alors, dans le document du FMI de on en parle parce qu'il est d'actualité, il est quasiment de la semaine. Le FMI revient à la charge au sujet du taux de change et de la nécessité absolue de faire disparaître le marché parallèle en Algérie. Oui. Donc il y a deux choses. Le taux de change, il est encore surévalué. Quand je suis venu ici en juillet dernier, je vous avais dit il devrait être entre 130 et 150. Mais le prix du baril était à 50. Maintenant, il est à 70. Donc, au fait, probablement que la vraie valeur, elle a baissé. Donc, mais il reste surévalué. Un des scénarios favoris de du FMI dans ce document-là, il parle d'évaluer de 26%. Donc, au fait, peut-être pas. D'évaluer. De dévaluer. Oui. Le marché parallèle, oui, il faut s'attaquer au marché parallèle. Le pays ne peut pas continuer à laisser faire le marché parallèle. Les solutions... vous continuez à être hostile à la convertibilité intégrale à laquelle appellent certains de nos... Ça, là, non. À court terme, non, parce qu'il y aurait une fuite de capitaux monstrueuse. Si on voit le Maroc et la Tunisie, ils ont jusqu'à pas il y a longtemps pour le Maroc, et c'est encore le cas pour la Tunisie, il n'y a pas le capital des Tunisiens ne peut pas sortir librement. Évidemment, le capital qui vient de l'extérieur, il ressort comme il veut, mais le capital des Tunisiens, des résidents ne sort pas comme il veut. Et il n'y a pas de différence entre le taux de change parallèle et le taux de change. Pourquoi? Parce que la demande de devises est prise en charge. La demande. Le Tunisien qui étudie à l'étranger, ses parents peuvent lui transférer de l'argent, $1,000 par mois. Ils peuvent payer tous les frais scolaires. L'adulte qui va en tourisme, il peut aller jusqu'à je parle des Tunisiens, 6 000 dinars par an, c'est-à-dire au taux actuel, c'est 2 000 euros. Les hommes d'affaires, ils ont pareil, quand ils vont à l'étranger, ils ont des montants. Les gens qui vont se soigner, ils ont des montants. Même l'accompagnateur, il y va. Et c'est ce qu'ils font bien. Ok, ça coûtera plus de réserves, ça coûtera plus de dollars. Oui, mais d'un côté, ce qui se passe dans le temps de change parallèle, l'argent qui est échangé, il va rentrer dans les réserves de change. Là, il y a des chiffres, ils nous disent que les Algériens transfèrent 2 milliards de dollars, alors que les Marocains 9 à 10. C'est quoi la différence? Elle est où? La différence, elle va dans le marché parallèle. S'il n'y avait pas de différence entre les deux, elle passerait par les circuits normaux et donc elle tomberait dans les réserves de change. Donc ça compenserait. C'est un sujet récurrent qui bloque en fait dans le Dahi. Nous on a reçu Abdelrahman Ben Khelfa qui est entre-temps devenu ministre, qui est revenu après être devenu ministre des Finances et après avoir quitté le gouvernement. Il avait cette volonté de faire prendre en charge par la Banque d'Algérie la demande de devises qu'on peut cadrer, celle que vous venez d'évoquer en gros. Est-ce que la résistance venait de la Banque d'Algérie? Est-ce qu'elle vient du politique? Ça se fait toujours pas. Je n'ai pas de contact maintenant avec la Banque d'Algérie, mais j'avais abordé le sujet il y a 1 an et demi avec certaines personnes de la Banque d'Algérie, pas l'ancien gouverneur. Eux, ils étaient ouverts. D'accord, donc il faut situer la résistance du côté du politique. Est-ce qu'on a fait tourner un scénario pour montrer ce qu'on pouvait gagner en faisant disparaître ce marché parallèle? Si vous voulez, je ne sais pas si un scénario a été fait, mais encore une fois, il y aurait 2 gains. D'abord, on aurait une meilleure idée, on passerait de l'argent par les circuits officiels, en particulier de l'immigration de la diaspora. Mais 2,
on lutterait contre les surfacturations. On en parle un peu moins, mais on sait très bien un sujet très important, c'est la surfacturation. Et donc, il y aurait des marges beaucoup plus faibles. Même supposez on va pas régler, on va pas l'amener on va l'amener à 10%. À 10%, ça ne vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine de faire la surfacturation. Oui. Donc, alors, vous avez dans un papier il y a quelque temps déjà avec Raouf Bouskin, professeur Bouskin. Vous avez. Pardon. Oui, bien sûr. À un moment donné, j'ai raté la partie CNAS, retraite. Il est très important. Là, 500 milliards ont été mis dans la loi de finances 2018. La caisse des retraites, c'est un énorme problème. Il y a un énorme déficit. On ne le connaît pas. Probablement entre 400 et 500 milliards. Et chaque année, il sera là. Il faut absolument faire quelque chose parce que je suis convaincu. Je m'attends à ce que dans nos nouvelles lois de finances, il y ait encore un montant, parce que sinon, les caisses de retraite ne pourront pas faire leurs obligations. Alors, est-ce que le problème, c'est pas on parlait d'éliminer le marché parallèle de la devise. Est-ce que le problème, c'est pas d'intégrer la partie informelle qui en fait est un gisement de cotisation à la retraite qui échappe au système. Très bien. Effectivement, la retraite a un énorme déficit. Il y a plusieurs raisons. On peut dire il y a un risque de longévité. Vous savez que cette retraite-là a été faite en 1983. L'espérance de vie était de... L'espérance à 60 ans, quand vous aviez 60 ans, votre espérance de vie était de 76 ans. Maintenant, elle est de 82 ou 83 ans. Donc, il est 7 ans. Quand on compare les ratios, les critères de la retraite, c'est-à-dire combien les gens cotisent, qu'est-ce que ça leur rapporte, ça, on peut dire grosso modo que le système de retraite algérien est généreux. 3, il y a l'informel. En 83, il y avait beaucoup moins d'informel, alors que maintenant, il y a beaucoup plus d'informel. Et donc, c'est clair qu'il faut aussi s'attaquer à l'informel pour régler ça. Pour moi, c'est la réforme majeure des 10 prochaines années. Ce n'est pas les subventions. Parce que, politiquement, elle est extrêmement difficile. Et elle est urgente. C'est maintenant, c'est chaque année 400-500 milliards et peut-être il va y avoir d'autres départs. Il ne se passe rien. Et c'est vraiment dangereux. Alors, dans toutes les choses qu'il faut faire, parce qu'il faut s'attaquer, je vous dis, à tous les paramètres, le plus simple, c'est de commencer par la surcote. Et là, je ne pense pas que ça sera difficile. C'est quoi la surcote? C'est que vous savez qu'en Algérie, vous avez 32%, en gros, chaque année rapporte 2,5% et c'est 32 ans pour ramener à 80%. Si vous dépassez 80%, eh bien, ils ne vous les donnent pas. Eh bien, il faut enlever cela. Il faut laisser passer les 80%. Et c'est quoi la surcote? C'est que si vous avez atteint 60 ans... Attendez, là, ça crée une contrainte supplémentaire sur les dépenses de la CNR. Attendez. Je viens d'accord. À ce stade-là, c'est... Vous vous trompez. Laissez-moi, je vais vous expliquer. C'est quoi la surcote? C'est l'idée, si vous arrivez à 60 ans, en fait, vous pouvez partir à la retraite. Vous avez le train. Mais je vous dis, écoutez, si vous travaillez encore un an, au lieu que ça vous rapporte 2,5%, ça va vous rapporter plus. En France, c'est 5%. Alors que l'année normale, c'est 1,75. On parle de 1,75 à 5. Allez en Algérie, parce que je pense que 5, ça serait trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Faisons les calculs CNR, vous dites. Si je décide de travailler une année de plus, ça veut dire quoi? C'est que je vais cotiser une année de plus. Donc je vais mettre, en Algérie, c'est à peu près 18-25%. Que je vais mettre dans la caisse. Et en plus, la caisse ne va pas me donner les 80%. Donc en gros, 100%. La caisse, cette année-là, si je fais une année, la caisse a économisé en 2019 100%, mais les années d'après, il faudra qu'elle me donne 4%. Supposons qu'on se met d'accord que la Professeur Medahi, vous êtes en train d'adapter le système de la retraite à l'allongement de la durée de vie et à l'allongement qui est en train de s'annoncer de l'âge de départ à la retraite. Bien sûr, en fait, c'est ça qui se préfigure. Il faut absolument la faire de manière urgente, cette affaire-là, parce qu'il faut ralentir les départs. Parce que je vous ai dit, votre année, à 60 ans, votre espérance, c'est 82.
si vous travaillez une année, en fait, votre espérance, c'est... En fait, vous allez, au lieu de récupérer, en moyenne, récupérer de la retraite pendant 22 ans, vous allez récupérer pendant 21 ans. 4% de plus, ça fait 90%. C'est un calcul rapide. Mais c'est juste pour vous dire pourquoi la surcote, elle est très généreuse en France. Ça, parce qu'au fait, tu es gagnant. Et en plus, on repousserait les dépenses à plus tard, ça laisserait le temps. Est-ce que c'est le prochain chantier est-ce que le gouvernement, vous avez le sentiment... Non, il y a zéro contact avec le gouvernement. Donc, je vous le dis ici, il y a zéro contact. Alors, donc, non. Mais ça, c'est vraiment important. Parce que ces 500 milliards, ce n'est pas possible. Mais 500 milliards, ils ont dit que c'était un one-shot au FMI. Vous attendez à ce que l'année prochaine aussi, on nous sort 500 milliards de déficit. Ils vont sortir d'où cet argent-là, sinon? Comment? Avant, ils parlaient des solidarités des caisses pour il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et voilà. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. On va aller plus rapidement vers la fin de cette émission, professeur Mdahi. Alors, vous avez, dans un papier, il y a déjà 3 ans, préconisé un contingentement tarifaire pour réduire les importations, c'est-à-dire taxer plus fortement les importations, certaines. C'est à cela que revient le gouvernement seulement aujourd'hui dans la loi de finances complémentaire qui va être discutée, c'est un projet, dans la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Vous dites mieux vaut tard que jamais. Bien sûr, parce qu'il faut de l'apprentissage. Donc nous, en janvier 2015, Raouf et moi, on avait sorti un document, on avait dit il faut s'attaquer au commerce extérieur, nos importations. Il faut mettre des licences, les vendre aux enchères parce que c'est le moyen le plus transparent. Et 2, le moyen le plus adéquat, c'est le contingentement tarifaire que même l'OMC accepte et que par exemple le Canada applique pour les produits agricoles, c'est-à-dire je vais faire un taux de douane pour tant de quantités, les premières, allez, on va prendre les premières voitures, prenons l'exemple des voitures, les premières 10 000, le taux d'imposition des douanes, c'est 50%, je prends aléatoirement. Après, les autres 10 000, c'est 80%, et ainsi de suite. Donc, j'étale. Et c'est une façon de dire, je ne ferme pas la boutique, mais je protège ma production et je maintiens la pression sur la production nationale pour qu'ils n'augmentent pas trop les coûts. Alors justement, c'est la problématique du moment, oui. Celle qui a un peu émaillé la chronique de ces derniers mois. On a surprotégé l'assemblage automobile en Algérie, de sorte qu'aujourd'hui, on a des marges qui ont même déclenché un mouvement d'opinion, parce qu'il y a eu ce mouvement de Khliat Tsadda, ou la Tsaddé, par rapport aux voitures qui coûtent trop cher, parce que les marges ont été affichées par le ministère de l'Industrie. Vous dites comment on remet de la concurrence, c'est en ouvrant à nouveau l'importation, ou c'est en mettant de la contrainte pour un taux d'assemblage plus grand, ou c'est encore en donnant des licences d'assemblage à plus de constructeurs pour qu'il y ait un marché domestique d'assemblage plus large. Comment faire en sorte que cet avantage puisse redevenir supportable? L'ancien ministre de l'Industrie, qui a été là pendant que 3 mois, qui est maintenant un autre poste, il avait dit c'est de l'importation d'Élysée, et je pense qu'il a raison. Des taux d'intégration très faibles. Monsieur Bedda, et taux d'intégration très faibles et des prix élevés. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont là-dedans, les parts des douanes, des TVA, ils se la mettent dans leur poche. Une partie reste en Algérie. Une partie ressort sous des devises parce que la partie étrangère fait des bénéfices. Donc, en fait, en termes de coût de devises, je pense que là, le système actuel est plus élevé que l'ancien système. Et il y a clairement de la collusion entre ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils se permettent de faire des bénéfices. Alors, j'ai l'impression que l'espoir de l'actuel ministre de l'Industrie, que je respecte beaucoup, et que Monsieur Yousfi va continuer à citer les noms des ministres. Et que quand la quantité des voitures assemblées sera supérieure à la demande interne, les prix vont baisser naturellement. Et qu'en plus, ils feront passer la TVA de là en disant qu'ils n'oseront pas augmenter les prix. C'est un pari, j'espère qu'ils ont raison. Attendez, ce pari en même temps. En restaurant, on va dire, un système de compétition plus équitable avec un système. Est-ce que ça risque pas de faire fuir les investisseurs? Parce qu'il y a déjà eu la semaine dernière la rumeur d'un départ de Volkswagen qui a été démenti par Sovac. Le problème, c'est qu'il faut respecter ses engagements. Donc, je pense que si on signe dans un contrat qu'on ne vous fera pas de TVA, moi je pense qu'il faut le respecter. On ne peut pas revenir dessus.
Il faut trouver d'autres mécanismes. Le problème actuel de la collusion entre les constructeurs à maintenir un prix élevé, certains on peut dévier, mais bon, globalement, du moment qu'on ne peut pas réguler, ce n'est pas des monopoles naturels, il faut rétablir de la concurrence. Rétablir de la concurrence, ça peut être aller rechercher de nouveaux partenaires qui vont construire et faire de meilleurs contrats avec eux, et peut-être leur donner d'autres types d'avantages, et être sûr qu'ils augmentent les taux d'intégration. Mais il y a l'autre moyen que je pense qu'il faut le faire, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est de mettre de la pression par l'extérieur, c'est-à-dire importer des voitures avec contingentement tarifaire, s'arranger par exemple pour que, par exemple, la même voiture montée à l'étranger, faire les comptes, qu'elle sera peut-être 20% plus chère que celle qui, par rapport à 20%, le prix serait 20% plus cher que le prix de production d'ici. Et du coup, on ne verrait pas... On pourrait peut-être penser à le faire pour les gammes de voitures qui ne sont pas produites en Algérie, par exemple l'hybride, bien sûr. Ou la voiture électrique, ou, voilà, peut-être importer ceux qui... Voilà. La transition énergétique, je sais que vous tenez à ça, ça nous apporterait. Vous savez, je vais citer l'exemple de la Corée du Sud. Hyundai fabrique des voitures, comme on le sait, ils exportent, mais ils en vendent localement. Hyundai, c'est un conglomérat très puissant. En fait, les prix des voitures qu'ils vendent en Corée du Sud, elles sont beaucoup plus chères que le même prix qu'il fait à l'étranger. Et ce n'est pas du dumping. Le prix qu'ils vendent à l'étranger est au-dessus du prix des coûts de production. Mais il est en position dominante localement et il charge beaucoup plus. C'est bon, l'État coréen permet ça parce que ça, c'est la Corée du Sud. C'est ce qui est en train de se passer ici. Et l'argent va dans les poches de nos oligarques ici et aussi des partenaires étrangers qui font ressortir les choses par les devises. La partie devises, elle est en train d'augmenter. La partie service devises, elle est en train d'augmenter. D'abord parce que le prix du pétrole augmente, donc ce qui est normal, mais par d'autres choses, et je suis sûr que les voitures y sont pour beaucoup. Oui, mais ça c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un calcul de boutiquier de court terme, je vous ferai offense, professeur. Mais si on réfléchit en stratégie industrielle, est-ce que c'est pas un peu le prix à payer pour localiser une filière industrielle ? Je vous ai pris Hyundai pour vous dire, attention, soyez prudents, si vous donnez trop de pouvoir aux locaux, ils vont charger plus. Ils vont se mettre des marges. Mais le souci, est-ce que c'est pas plutôt de les amener à intégrer ? Bien sûr, c'est très bien. Non, bien sûr. C'est très avancé dans la politique industrielle. L'actuel ministre a dit que c'était sa priorité. Il faut espérer qu'il va y arriver. À un moment donné, un site internet avait publié les contrats signés avec dans le cadre de le montage de voitures. Je n'ai vu aucune contrainte si jamais ils n'augmentaient pas leur taux d'intégration. Donc je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on leur dit, écoutez, là, ça suffit. Mais ils vont vous dire, ok, ça suffit, je m'en vais. Professeur Nour Mdahi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On a pu faire le tour de l'actualité depuis une année. On s'attend à de nouveaux papiers bientôt. Bon. Apparemment, le gouvernement Ouihen ne vous inspire pas beaucoup. Vous n'avez pas envie de le conseiller. Non. L'inflation, là, je vais y travailler. Non, je veux m'intéresser un peu plus le BAT. Je pense qu'il faut réformer le BAT, ça suffit. Ça ne peut plus continuer. Ouais. Le BAT et peut-être le système universitaire, mais commençons par le BAT. C'est un système très injuste vis-à-vis de nos compatriotes du Sud, très coûteux. Les gens sortent trop tôt de l'école. Je vais dévier un peu. Oui. En plus, moi j'ajouterais que l'examen étant devenu un moment critique dans la vie de la nation, nous, pendant les 4 ou 5 jours du bac, on se tient le ventre à Interface Média et Radio M parce que l'Algérie digitale s'arrête à cause des coupures d'Internet. Désagréments supplémentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.